En 1850, Antoine Béchamp découvre dans le sang de tous les êtres vivants des petits points qu'il appelle microsima, plus tard appelés protites par l'allemand Günther Enderlein et somatites par le français Gaston Lessens. Ils concluront tous que tout micro-organisme, toute chose vivante provient de ces petits points qui ne meurent jamais. Les bouddhistes les appellent les grains principiels. Ils sont le lien, l'interface avec l'énergie source, l'énergie lumineuse. L'énergie lumineuse. La médecine universitaire d'aujourd'hui n'a plus aucune idée et jamais entendu parler de ces particules de vie. La librairie nationale du Congrès à Washington, supposée contenir tout ce qui a été publié, possédait des matériaux sur ces sujets. Tout a été effacé et a disparu. L'université de Pittsburgh, son école de médecine, possédait des livres d'Antoine Béchamp et de Günther Enderlein. Tout a disparu également. Appelés protites en Allemagne, somatites et microsima en France, ils n'ont pas de nom en langue anglaise. N'est-ce pas étrange? La Food and Drug Administration, qui a été créée aux États-Unis entre 1920 et 1930, a éliminé tout ce qui était antérieur à sa création, c'est-à-dire d'origine européenne, donc les travaux d'Antoine Béchamp sur les microsima. Louis Pasteur vola les idées de Béchamp et les transforma en industrie pétropharmaceutique qui nous tue aujourd'hui. Le coronavirus en est l'illustration. Comme vous le constatez sur les photos, le virus est en fait un microsima devenu toxique pour des raisons que nous allons expliquer. Aujourd'hui, même la science moderne découvre des bactéries dans le cerveau, dans le sang, supposées être stériles, et autres bactéries dans les tissus malades, des malades chroniques et dégénératives, d'où l'importance de ces idées d'antan. Des formes microbiennes sont trouvées dans l'ulcère de l'estomac, l'artériosclérose, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'arthrite et beaucoup d'autres maladies. La science moderne, pour en expliquer l'origine, dit qu'ils pénètrent dans notre organisme par les gencives lors du brossage des dents. Ces bactéries sont en fait là en tant que résultat et non en tant que cause. Le microsima est le lien entre l'énergie et la matière. Nous allons voir que l'énergie, comme le microsima, peut prendre de multiples formes. Cela s'appelle le polymorphisme. La somatide est le lien entre la biologie et la physique quantique. Et pour conclure cette introduction, par cette volonté d'ignorance du mécanisme de vie, la planète va être une nouvelle fois confrontée au problème de pandémie virale, celle du coronavirus actuel, qui est en fait une modification du microsima, notamment par les fréquences du Wi-Fi et de la 5G. Le professeur Pagès, qui en 1959 était le doyen de la faculté de médecine de Montpellier, écrivait dans un journal local « L'équité commande de placer le professeur Antoine Béchamp au tout premier rang des biologistes de tous les temps ». On pourrait presque même dire que ça a été le tout premier. Le tout premier parce que, bon, il y a eu d'autres savants qui ont cherché sur la vie à l'époque, et à l'époque on cherchait vraiment sur la vie, mais jamais un savant n'a eu cette ouverture, cette ampleur et cette capacité de travail absolument extraordinaire.
je reviens un petit peu sur cette période troublée. Donc, vous imaginez des villes ouvrières champignons, vous imaginez la pollution, parce qu'à l'époque, on n'a aucune notion du danger de la pollution. Pour sortir de la pauvreté et gagner sa liberté, l'homme devrait donc asservir la nature, la locomotive d'une extraordinaire frénésie industrielle. Partout en Europe, les usines poussent comme des champignons. En Angleterre, Manchester devient la capitale mondiale du coton. Au milieu du 19e siècle, la ville, ceinturée par 500 manufactures, est plongée dans le brouillard polluant de ses hauts fourneaux. C'est le prix de la modernité. Pourtant, dès l'origine, certains ne semblent pas prêts à le payer. Finalement, ce qui est déterminant dans la santé des populations, ce n'est pas les environnements, mais la richesse, la prospérité. L'argument continue en disant, en faisant de la croissance économique, en s'industrialisant, on crée une population plus prospère et donc à terme un peuple en meilleure santé. Cette théorie sociale de la santé donne un argument extrêmement puissant à l'administration française qui est en train d'autoriser en masse des usines. Vous imaginez ce que ça représente comme problématique de santé déjà. Vous imaginez des personnes qui vont se retrouver donc coupées de la campagne, du grand air, de l'herbe verte, de toutes ces choses-là, pour se retrouver en travail à la chaîne dans des usines, avec, vous imaginez, tout ce que ça représente comme enfermement. Hein, vous savez, l'enfermement. C'est véritablement un enfermement qui démarre pour toutes les classes ouvrières qui vont se créer à ce moment-là. Il faut savoir qu'à l'époque, on venait enfin de découvrir les vitamines, les premières vitamines, et en particulier la vitamine C. L'acide de Zent est bien la vitamine C, la substance mythique recherchée par les biochimistes du monde entier. La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Zent et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer parce que il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon. C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir qu'elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de M. Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau études, il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur.
cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion. Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie. Et c'est là qu'il a fait ses premiers pas au niveau scientifique, ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendraient de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. Et nous verrons tout à l'heure un exemple avec la Borrelia, c'est-à-dire la soi-disant maladie de Lyme. Donc il a parlé de la véritable contagion. Il a parlé de l'antisepsie, il a défini l'antisepsie et l'asepsie chirurgicale. Vous savez qu'il y a une différence, ça paraît idiot, mais c'est important. À 70 degrés, vous arrivez à l'antisepsie, c'est-à-dire vous stoppez la reproduction, on le verra, des microzymas. À 100 degrés de température, vous arrivez à l'asepsie, et avec des substances vraiment très dures, on arrive à l'asepsie, mais on est au niveau de la chimiothérapie. On est au niveau de la mort et des antibiotiques. Encore qu'il y a des antibiotiques en bactériostatiques, donc qui relèvent plutôt de l'antisepsie. Et puis, bien sûr, on le verra, c'est lui qui va être le fondateur objectif réel de l'enzymologie, puisqu'il a découvert le responsable de la
de la fabrication des enzymes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle à l'époque les enzymes, on appelait ça des imases, et c'est pour ça qu'il appelait les microzymas par ce nom-là. Et c'est le véritable découvreur de la génétique, sachant qu'il ne pouvait pas le savoir à l'époque, mais nous allons le voir, il y a au cœur de chaque microzyma un cristal de silicium qui en fait, si vous voulez, le porteur de toutes les informations génétiques héritées et acquises de notre vie. Et c'est présent sur chaque microzyma. Et c'est absolument fabuleux cette histoire-là, parce qu'on le verra, on a la possibilité d'effacer des programmations négatives et inadéquates et de le remplacer par des programmations positives et qui nous conviennent à volonté, parce que c'est comme sur une clé USB d'ordinateur, tout cela est inscrit au cœur de nos microzymas de manière tout à fait labile. On peut l'effacer et le remplacer. Alors, à l'époque, au XIXe siècle, le but des savants, c'était d'évacuer la notion de créateur. Il fallait arriver à éliminer complètement la notion d'un Dieu créateur qui serait, vis-à-vis duquel nous serions redevables de quelque chose. Donc la grande question de l'époque, c'était d'arriver à démontrer que la vie pouvait apparaître de manière spontanée dès lors que les ingrédients étaient présents. Donc vous imaginez, le principe de la génération spontanée, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, est rejeté par tous les scientifiques du monde entier. C'est la base de la théorie de l'évolutionnisme qui reste néanmoins la clé de voûte de tout notre système éducatif dans nos sociétés occidentales. Donc nous sommes dans une société basée sur l'évolutionnisme. L'évolutionnisme est basé sur la génération spontanée et tous les savants du monde entier aujourd'hui affirment haut et clair que la génération spontanée est impossible, et même Pasteur a tourné sa veste en fin de vie et il a reconnu que la génération spontanée n'était pas possible. Mais à l'époque, il fallait le démontrer. Qu'est-ce que c'est que la génération spontanée ? C'est pas compliqué. Imaginez que vous preniez votre voiture, que vous la démontiez en pièces détachées, que vous mettiez toutes les pièces détachées dans une grande boîte transparente de préférence, mais une grande boîte, vous dessoudez les tôles les unes des autres, vous mettez tout ça en place dans la boîte, en vrac plutôt, y compris vous n'oubliez rien, pas un seul bout de fil qui a permis la construction des fauteuils, pas une aiguille, pas un fil électrique, tous les électroaimants, toute l'électronique, vous mettez tout ça dans la grande boîte en vrac. Ensuite, vous fermez la boîte de manière étanche et vous avez le droit de la secouer autant de milliards de fois que vous voulez. Vous avez le droit de la retourner dans tous les sens. Vous avez le droit d'y faire passer des rayons X, des rayons ultraviolets, des arcs électriques. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec la boîte sans l'ouvrir. Et soi-disant, la voiture pourrait un jour se retrouver en état de rouler lorsque vous ouvrez la boîte. Donc aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que la génération spontanée est impossible. Et pourtant, nous continuons à fonctionner selon la théorie de l'évolutionnisme, ce qui est vraiment un non-sens complet. Donc pour pouvoir démontrer la génération spontanée, eh bien, les savants de l'époque regardaient une soupe de légumes ou un jus de fruits sur la paillasse d'une cuisine et ils constataient qu'au bout de quelques jours, eh bien, il y avait des fermentations qui se produisaient. Et donc, il disait, s'il y a fermentation, il y a mouvement, il y a évolution, il y a changement, donc il y a de la vie. Béchamp, très vite, va se pencher sur la question et va découvrir, en regardant au microscope, qu'il y a dans ces liquides, il y a des micro-corpuscules qu'il va appeler microzymas. Et il va très vite explorer ces microcellules. Il ne dispose que d'un microscope qui grossit à 700, ce qui est peu, mais il arrive quand même à discerner des petits points brillants et il va étudier ces points brillants par une multitude d'expériences, d'expérimentations d'une rigueur absolument irréprochable. Et il va arriver à démontrer que ces microcellules sont responsables non seulement des réactions chimiques, des modifications qu'on observe dans les fermentations, mais qu'elles sont responsables également de
toute la construction des êtres vivants organisés de A à Z. Et c'est à l'intérieur de ces microcellules que sont les microzymas, et non pas dans les cellules elles-mêmes, qu'ont lieu les combustions et la respiration qui explicitent la vie. Il faut savoir que le travail de Béchamp est absolument colossal. Si vous prenez par comparaison M. Pasteur, quand M. Pasteur faisait une expérience, il la faisait une seule fois. C'était suffisant pour lui. Cette expérience, ou bien elle allait dans le sens de ses idées, auquel cas tout le monde était ravi, ou bien elle n'allait pas dans le sens de ses idées, bon, c'est parce qu'elle a été mal faite, c'est pas la peine de la refaire, de toute façon il a raison. Voilà, c'était pas plus compliqué pour M. Pasteur. Mais par contre, Béchamp ne fonctionne pas du tout comme ça. Béchamp, lorsqu'il fait une expérience, il a refait au moins 50 fois en même temps dans des conditions strictement identiques. Et il a fait 50 fois de plus en variant les conditions de l'expérience. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et il va observer l'évolution dans ces tubes à essai sur parfois plusieurs années successives. Et donc, vous imaginez le travail colossal que ça représente pour étiqueter chaque tube, les numéroter et les surveiller et noter, en plus faire le compte-rendu de ces observations de mois en mois, de jour en jour, d'année en année, vous imaginez. Voilà. Ce n'est que, bien sûr, au bout de plusieurs années qu'il s'autorisait à tirer des conclusions et qu'il portait ces conclusions sous forme de rapport à l'Académie des sciences de l'époque, qui regroupait toutes les sciences. Et ça, c'est important de le savoir. Nous avons absolument toutes les preuves historiques de ce côté imposteur de Pasteur et de la splendeur de la science et du travail fait par Béchamp, parce que à l'époque, chaque fois qu'un savant faisait une découverte et qu'il établissait un rapport, ces rapports étaient apportés à l'Académie des sciences. Un huissier de justice notait le jour, le mois, l'heure, de manière extrêmement précise. Et donc tout cela était noté sur un constat d'huissier et le rapport était publié lorsque la pile des rapports était suffisante pour justifier de mettre en place un livre. Donc nous avons absolument toutes les preuves et nous pouvons réellement défendre la réalité du travail de Béchamp par rapport à Pasteur. Le seul problème, c'est que personne ne va jamais vérifier et c'est bien dommage. Voilà, donc Béchamp et Pasteur vont s'opposer presque tout au long de leur vie, en particulier à partir de, je crois que c'est 1856, lorsque Béchamp est nommé professeur de chimie médicale à Montpellier, à la faculté de médecine de Montpellier. Et je ne peux pas vous raconter toutes les péripéties, toutes les disputes qu'il y a eu entre Pasteur et Béchamp. Ce serait extrêmement fastidieux parce que ça n'a jamais arrêté. Béchamp a écrit un bouquin qui fait plus de 1000 pages. Et sur ces 1000 pages, il y a plus de 900 pages de débat entre lui et Pasteur. Imaginez le travail. Donc c'est pour ça que j'ai fait le travail qui est considérable de résumer le boulot de Béchamp en enlevant toutes ces polémiques qui aujourd'hui ne sont plus très intéressantes. Dès son retour à Paris, Pasteur va justement s'appuyer sur cette paralysie pour dire qu'il s'est beaucoup fatigué pendant ces 4 ans pour trouver la solution. Et il pirate à Béchamp les résultats de Béchamp, il se les attribue et on y va. Je vous ai dit, c'est un monstre de culot. Donc Béchamp, à l'époque, n'en a rien à faire puisque ça ne touche pas au fondement même de la vie que sont les microzymas. Et donc il ne se défend pas, il laisse dire, il s'en moque. Heureusement peut-être pour lui, car là, c'était tellement important, tellement notoire, qu'il aurait peut-être bénéficié d'un contrat s'il avait osé dire quelque chose. On revient sur l'histoire en général. Toute la conflictuelle entre Béchamp et Pasteur, elle aboutit au triomphe des idées de Pasteur. Et pourquoi ça aboutit au triomphe des idées de Pasteur? Parce que les idées de Pasteur, c'est du Goldorak. C'est bon pour un gamin de 4 ans. La guerre bactériologique, la guerre virale, c'est du film de science-fiction, c'est du n'importe quoi.
totalement infantile, alors que les découvertes de Béchamp nous ouvrent des horizons infiniment plus passionnants, infiniment plus complexes, infiniment plus merveilleux. Certaines associations innovent. Un laser game dont vous êtes le héros. Votre mission, éliminer le virus du sida présent dans un corps humain. Chaque tir correspond à un tir de trithérapie, ce qui permet de vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il est important de se protéger et qu'il est important de se dépister régulièrement. Durant toute la partie, des messages sont également diffusés aux joueurs. Pour éviter toute contamination par le VIH-Sida, seul le préservatif est efficace. Et ces messages qui vont être ancrés pendant au moins 8 mois, on l'a vu avec l'étude qui a été menée. Et donc du coup, ça rend le jeu hautement intéressant en termes de prévention parce qu'on peut enfin changer les comportements des gens. Ce jeu a été primé par l'UNESCO dans la lutte contre le sida. Les théories de guéguerre, de petites bébêtes qui vous mangent de l'intérieur, qui vous envahissent et compagnie, c'est évidemment à la portée d'un gamin de 4 ans. Essayez de réaliser à quel point nous sommes dans un système médical qui est stupide et infantile. Alors, à l'occasion de la fin de ses fonctions en 1888, après des années d'affrontements avec Pasteur, Béchamp écrit « On enseigne l'erreur radicale. Et il faut que je crie sur les toits qu'il y en a qui trompent. » Et en particulier Pasteur. Lorsqu'en 1876, Pasteur préluda à ce que l'on a appelé son œuvre médicale, il savait parfaitement qu'il trompait. Sa nouvelle doctrine médicale est absolument fausse. Elle n'a jamais été vérifiée ou démontrée. Ce sont des affirmations gratuites. La théorie des microzymas donnait enfin à la médecine une base expérimentale aussi stable, en respectant et expliquant les vérités acquises à travers les siècles, que la théorie lavoisierienne de la matière l'avait donnée à la chimie. Le microbisme, c'est une doctrine fataliste monstrueuse, puisqu'il suppose qu'à l'origine des choses, Dieu aurait créé les germes des microbes destinés à nous rendre malades. Vous réalisez quelque part, ça va très très loin cette histoire-là. On revient, si vous avez quelques notions, quelques cultures biblique, on revient sur le mensonge du serpent dans la Bible. Dans le mensonge du serpent, dans la Genèse, le serpent dit que Dieu est jaloux de nous. Et non seulement il est jaloux, mais Pasteur nous affirme qu'il est méchant, con et sadique. Parce qu'il faut être con pour fabriquer des êtres aussi merveilleux que chacun d'entre nous, et pour fabriquer derrière des virus qui vont nous détruire et nous sadiquer. Enfin quoi ? Vous voyez, on est dans un système, il faut bien comprendre que toute notre médecine d'aujourd'hui repose sur ces théories totalement stupides et totalement infantiles. Voilà, donc on va voir autre chose. Alors, ce qui est absolument fabuleux, c'est que les microzymas sont annoncés par Hippocrate, déjà bien avant Jésus-Christ. Dans l'intérieur du corps existe un agent inconnu qui travaille pour le tout et pour les parties, qui est à la fois un et multiple. Quelque part, avec les microzymas, vous retrouvez quelque chose qui nous fait penser aux fourmilières, aux ruches. Comme si les fourmis ont une relative individualité, mais en fait, c'est la fourmilière qui a une identité. Et la fourmi n'est qu'une part, une petite partie, un agent qui travaille pour le tout et pour les parties. Et c'est exactement comme ça qu'on peut concevoir les microzymas. Alors, je vais vous faire un petit conte qui a été illustré très gentiment par René Bickel. On pourrait comparer les microzymas à des tout petits bonhommes. Ces petits bonhommes, comme les humains, sont constitués pour l'essentiel d'eau. Mais au cœur de chacun d'eux se trouve un cristal de silicium qui leur permet de stocker des milliards d'informations. Ils ont besoin d'une molécule absolument essentielle pour travailler. Cette molécule, c'est l'acide L-ascorbique ou la vitamine C. Ils communiquent entre eux par télépathie ou par information chimique, comme les fourmis. Ils ont une philosophie complètement différente de la nôtre. La guerre n'existe pas pour eux.
Il n'est pas question de se battre, il n'est pas question de rivalité. On travaille pour le tout. Donc il n'y a pas de guerre. Et tout est complémentaire et tout le monde a besoin de tout le monde. Ce sont des bâtisseurs infatigables. Tout est paix et harmonie. Ils voyagent, ils utilisent pour voyager des soucoupes volantes que sont les poussières, que sont toutes ces choses-là. Ils construisent, ils sont des chimistes et des atomiciens. C'est absolument extraordinaire. Ils fabriquent les imases ou enzymes. Vous imaginez pas ce que c'est qu'une enzyme, ce que c'est qu'une imase. Pour venir à bout des tâches les plus coriaces, ALA contient des multi-enzymes. Ces multi-enzymes sont dans des bâtonnets bistres. Ils ont un appétit terrible pour les tâches de thé, de café, de chocolat, de vin, d'œufs, d'aliments pour bébé. ALA, le détergent glouton donne à tout votre linge la propreté totale. Herbes, sauces, fruits, sang, mais il respecte les tissus et les couleurs. Seul ALA donne à votre linge la propreté totale. Pour obtenir les réactions chimiques que l'on a avec une enzyme ou une zymase, dans un tube à essai, il faut utiliser de l'acide chlorhydrique ou de l'acide sulfurique ou des soudes caustiques, des choses absolument effroyables, à des doses énormes, à des températures de 6 à 700 degrés. Et les enzymes vous donnent les mêmes réactions, à des doses infinitésimales et entre 20 et 37 degrés. Ça tient du miracle, ça tient du divin. L'enzyme, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Et la vie ne serait pas possible s'il n'y avait pas les enzymes. Et on sait qu'ils savent fusionner les atomes entre eux. Ils peuvent parfaitement fabriquer du calcaire, par exemple, à partir de silice et d'autres atomes comme l'hydrogène ou autre. Je n'ai plus la liste. Alors, ce sont des cybernéticiens. Ce sont eux qui construisent les robots extraordinaires, quelque part, que sont les êtres vivants complexes. Et bien sûr, chacun des Microzima qui constituent ce robot extraordinaire connaît tout le plan et tous les rouages secrets de cette entité cybernétique. Leurs réalisations sont animées de l'intérieur, ils en font l'entretien et les réparations, bien sûr. Et lorsque une machine est trop vieille, ils la remplacent sans regret. Chaque fois que c'est nécessaire, lorsqu'ils ont besoin de plus de force, ils bâtissent des machines-outils complexes, plus ou moins complexes, qui sont parfois de simples alignements de Microzima, parfois de simples agglomérations comme des murs ou comme des fraises. Ce sont les microbes. Et ils le redémontent dès qu'il n'y en a plus besoin. Donc, c'est un petit résumé sous forme de conte d'une réalité objective. Béchamp a pu démontrer de manière rigoureusement scientifique et indiscutable que chaque Microzima est quasiment immortel. On retrouve des Microzima vivants dans de la craie fossile qui a plus de 12 millions d'années. Et ces Microzima peuvent se réactiver et se remettre à construire des coquillages comme lorsque la craie s'est formée. Béchamp a pu démontrer qu'un Microzima est spécifique d'un individu donné. Il ne va donc jamais se multiplier lorsqu'il n'est pas chez lui. Et c'est l'immense problème des greffes. Chaque fois qu'on fait une greffe d'organes à un individu, vous êtes certain qu'il faut le tuer littéralement. C'est un mort-vivant. Il faut qu'il soit mort-vivant pour qu'il puisse conserver la greffe. Sinon, la greffe ne peut pas rester chez lui, à moins qu'il y ait eu un travail d'apprivoisement, à moins qu'il y ait un travail spirituel de remerciement par rapport au Microzima greffé. Là, ça peut s'envisager. Mais sinon, et les techniques qu'utilise la médecine officielle, c'est littéralement une chimiothérapie en continu. C'est-à-dire que les greffés sont de véritables morts-vivants en continu. Parce que des Microzima qui ne sont pas chez eux ne restent pas. Ils peuvent donner des informations, mais ils ne restent pas sur place. Le Microzima se reproduit très rapidement, on ne sait pas trop comment. Il synthétise les enzymes ou les imases, je l'ai déjà dit. Il se nourrit, il digère des aliments, il évacue des déchets. L'alcool, par exemple, c'est le déchet
de la digestion du sucre. Il respire. Bien sûr, c'est à l'intérieur du microzyma et non dans la cellule qu'ont lieu la respiration et les combustions qui permettent la vie. Et c'est lui qui bâtit les organismes complexes, même les organismes unicellulaires. Il en est à la fois la brique de base et l'ouvrier qui échafaude, construit selon les besoins. Alors, je vous ai donné là, j'ai fait un schéma très approximatif qui vous donne une toute petite idée de la structure, du squelette intérieur d'un être organisé. Vous avez une trame de tissu conjonctif que j'ai mis en bleu et de tissu élastique. Des microzymas sont chargés de donner de la solidité à cet ensemble. Il faut savoir qu'à volume égal, du tissu conjonctif est plus solide que du béton armé. À l'intérieur de cette trame, les microzymas ont sécrété un gel dans lequel ils vont pouvoir se déplacer. Ce gel est plus ou moins liquide, plus ou moins solide, selon qu'ils y installent des cristaux, éventuellement de calcium, de silice et de phosphore pour faire de l'os. Ce milieu va pouvoir évoluer sur ordre du cerveau. Et ça, c'est important aussi à comprendre. Si votre milieu devient acide ou alcalin, ça ne vient pas de ce que vous mangez. Sachez que vous avez aux bottes, aux ordres de votre cerveau, vous avez les reins, vous avez les poumons et vous avez la peau qui vous permettent de réguler votre milieu intérieur, votre pH intérieur. Et c'est le cerveau qui en décide. Et localement, il peut modifier ce terrain. Le terrain peut devenir localement acide et oxydé, auquel cas les microzymas bâtiront des bacilles tuberculeux. Il peut devenir alcalin, auquel cas les microzymas bâtiront des bactéries, des pyocyaniques, des staphylocoques ou autres. Il peut devenir acide et réduit, auquel cas les microzymas construiront des cellules. Je vous disais tout à l'heure, les microzymas fonctionnent comme les fourmis. Les fourmis sont informées du travail qu'elles ont à faire par des déjections de produits chimiques le long de leur itinéraire. Et c'est comme ça qu'elles retrouvent leur itinéraire. Eh bien, c'est pareil pour les microzymas. Le cerveau va libérer des substances qui vont modifier la qualité locale du terrain. Voilà. Alors, les cellules sont bâties. Alors, il faut savoir que, donc, je vous le disais, les cellules ne se multiplient pas. On va le revoir dans 5 minutes. Elles sont bâties, la membrane cellulaire est constituée par des microzymas qui sont juxtaposés et qui s'aplatissent les uns les autres. Et le noyau cellulaire, alors ça c'est une hypothèse, c'est à mon avis le dortoir, là où les microzymas récupèrent. Aujourd'hui, avec la microscopie électronique, des géologues ont redécouvert les microzymas. Mais comme ils ne connaissent pas Béchamp, puisque Béchamp a été complètement mis sous le boisseau, ils sont repartis à zéro et ils ont baptisé les microzymas les nanobes ou nanobactéries. Mais il faut savoir qu'on ne peut observer au microscope électronique que sur des tissus, enfin pas sur des tissus, mais sur des substances minérales. Et donc ils ont retrouvé des microzymas sur de la craie fossile, sur du calcaire, où ils l'ont retrouvé également sur des plaques d'athérome ou sur des lithiases chez les animaux. Donc c'est extrêmement intéressant. Ils ont pu confirmer que le microzyma est une microcellule qui mesure entre 30 et 60 nanomètres de diamètre, qu'elle est limitée par une membrane. Elle réagit positivement au réactif ADN. Donc il y a de l'ADN dedans. Et elle contient un cristal qui est presque certainement un cristal de silicium. Et nous pouvons raisonnablement penser, bien sûr, alors ça ce sont des hypothèses, que c'est ce cristal de silicium qui renferme toutes les informations génétiques héréditaires. L'ADN et l'ARN ne sont que les chaînes de montage avec lesquelles vous allez construire vos métabolites propres. Parce que vous savez, quand vous avez du cholestérol dans le sang, c'est votre cholestérol à vous. Ce n'est pas celui que vous avez mangé.
Vous pouvez manger tous les jaunes d'œufs de la terre, vous n'aurez pas plus ou moins de cholestérol. Là encore, c'est le cerveau qui en décide, en fonction de ce que vous avez à faire. Le cholestérol, c'est le pansement de vos artères. Chaque fois que vous avez des artères lésées, le cerveau ordonne au foie de construire du pansement qu'est le cholestérol. Et lutter contre le taux de cholestérol, c'est ouvrir la porte aux anévrismes artériels et aux hémorragies cataclysmiques tôt ou tard. Et c'est détruire le foie et se retrouver avec une insuffisance cardiaque à la longue. C'est complètement absurde. Vous voyez, comme quoi cette médecine infantile dont je vous parlais tout à l'heure ouvre la porte à des complications en chaîne. Nous avons un microscope qui grossit à 1000 fois. Et nous l'avons aménagé pour regarder sur fond noir, ce qui permet de bien voir les microzymas. Donc voici d'abord un monsieur de 62 ans. Et vous avez donc les globules rouges que vous voyez qui sont ces cercles rouges. Et puis tous ces points qui dansent partout qui sont les microzymas. Et les globules rouges en général sont entassés en piles d'assiettes. Voilà, vous voyez, je crois qu'il faut arrêter d'écouter tout ce qu'on vous chante à droite et à gauche. La vie est merveilleuse. Oh, pardon. Le plus étonnant dans cette histoire-là, c'est que c'était au mois de mai. La lame est restée sur la paillasse jusqu'à la fin juillet. Je vous jure qu'à la fin juillet, bon, elle n'était pas sur le microscope, mais à la fin juillet, quand j'examinais sa lame, les microzymas étaient toujours vivants. Et voici déjà quelques jours après, 18 heures après, regardez, les globules rouges ont disparu, ils ont été démontés par les microzymas, mais les microzymas sont toujours vivants et ils bâtissent des trucs, on ne sait pas quoi, c'est bizarre, mais quand même, ils bâtissent réellement des trucs. Et voyez comme ils sont vivants. Et voilà quelques-unes des images qu'on a pu obtenir sur cette lame, de ces constructions extraordinaires des microzymas. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous regardez quelqu'un le matin et le soir, vous n'avez pas du tout la même image. Pourquoi vous n'avez pas la même image? Parce que les microzymas sont les bâtisseurs et les ouvriers de la vie. Et normalement, si vous avez une hygiène de vie logique et normale, c'est-à-dire si vous ne mangez pas dans la journée, si vous faites un repas complet le soir, que ce repas, vous avez toute la nuit pour l'assimiler, pour digérer, et grâce à lui pour réparer, eh bien le matin, votre organisme n'a rien à faire. Et donc les microzymas sont très peu nombreux le matin. Vous voyez, ça c'est le sang d'une personne le matin à 9 h. Et voyez que les globules rouges sont magnifiques, ils vibrent, ils sont beaux comme tout. Ils sont pile d'assiettes et c'est normal. C'est ce qui permet la transmission de l'oxygène d'un globule rouge à l'autre. Mais vous avez très peu de microzymas. Hein, vous en avez un ici, un autre là. Les globules rouges se promènent, tout va bien. Je ne vais pas vous laisser regarder le film jusqu'au bout parce qu'on n'a pas le temps. Mais si vous venez un jour à Goudiana, je vous le montrerai entier. Et voilà le soir à 6 h, la même personne. Alors bien sûr, le soir, il y a du travail. Parce qu'au cours de la journée, vous êtes fatigué, vous êtes déshydraté, vous avez des radicaux libres, puisqu'il y a eu beaucoup de combustion, beaucoup d'exercice, beaucoup d'activité. Et donc les microzymas ont beaucoup de travail le soir. Donc c'est la même personne. Une autre goutte de sang prise le soir à 6 h. Voyez la différence. Et ça ne veut pas dire qu'elle est en meilleure forme le soir. Ça veut dire simplement que le soir, les microzymas ont plus de boulot que le matin. Et c'est logique si vous êtes dans une dynamique d'intelligence de la vie, de compréhension de ce qu'est la vie. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui est absolument exceptionnel. Un monsieur un jour qui vient pour une bilharziose urinaire. Il vient nous voir pour une bilharziose urinaire. Et à l'époque, on avait eu l'autorisation d'ouvrir une clinique à Goudiana, là où nous travaillons. Et on a eu cette autorisation pendant 4 mois. Et pendant ces 4 mois, on a fait des perfusions de vitamine C à haute dose. Et on a pu expérimenter des choses extraordinaires.
Eh bien, ce monsieur a une bilharziose urinaire, c'est-à-dire c'est un parasite qui s'attrape en Afrique, qui, quand on marche dans les mares d'eau stagnante, c'est un petit ver qui traverse la peau au niveau des jambes et qui remonte, et qui ensuite est allé pondre ses œufs dans la vessie de ce monsieur, dans la paroi de la vessie de ce monsieur. Et évidemment, chaque fois qu'il pond, ben, il perce et ça saigne. Et donc ce monsieur vient nous voir pour une hématurie, c'est-à-dire du sang dans les urines. Et nous lui faisons des perfusions de vitamine C, 30-40 grammes de vitamine C par jour en perfusion. Et au bout de 8 jours, il n'a plus rien. La vessie est complètement normalisée. Les microzymas ont réussi à prendre le dessus sur le parasite. Vous voyez, on n'a rien fait d'autre. Mais quand il part, au moment de partir, il va reprendre l'avion. Le taxi est attendu en bas. Il va reprendre l'avion et il me dit, c'est bizarre, ça m'a guéri cette bilharziose, mais j'ai une trachéite purulente chronique. Les naturopathes me disent que c'est un staphylocoque doré et que je le garderai jusqu'à la fin de mes jours. Et je pensais qu'avec cette vitamine C intraveineuse, il serait parti. Or, la trachéite est toujours là. Bizarre quand même, hein. En fait, il s'était focalisé sur la bilharziose et donc, quelque part, ces microzymas de la trachée n'avaient pas travaillé malgré la vitamine C. Et par conséquent, je lui dis, mais écoute, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux cracher? Et on regarde ton crachat. Et il crache et on examine son crachat. Alors, si vous n'avez jamais vu de Borrelia, regardez bien. Voilà des Borrelia. Hein, la prétendue maladie de Lyme. Il n'y a pas de maladie. Il y a des malades. Il n'y a pas de maladie. Il y a des malades. Là, vous avez des Borrelia magnifiques, superbes, extraordinaires, et non pas des staphylocoques dorés. Et donc, il s'en va. Et la lame reste sur le microscope. Regardez bien, ça, vous ne verrez pas ça tous les jours. Vous voyez ces vers qui se tortillent dans tous les sens. Les petits grains immobiles, ce sont des grains de mucus. 24 heures après, la lame était restée sur le microscope. Je dois examiner le sang d'un malade. Et avant d'examiner, je jette un coup d'œil. Accrochez-vous bien. Voilà ce que ça donne. Un arbre bronchique, si vous regardez bien, ce ne sont pas un alignement linéaire, c'est double chaque fois. Hein? Vous avez chaque fois les deux. Ce sont des tubes. C'est un arbre bronchique qui s'est créé. Les Borrelia ont disparu. Ils se sont démontés. Ils sont redevenus microzymas. Et ces microzymas des bronches ont bâti ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire un arbre bronchique. Vous voyez comme c'est réellement des tubes. Alors, vous voyez, il faut sortir de ce délire de la guerre bactériologique. Lorsque vous avez des bactéries dans votre corps, quelle que puisse être leur forme, c'est vous qui les avez construits avec vos propres microzymas et pour vous guérir. Ce n'est jamais maléfique, ce n'est jamais une guerre. Pour mieux comprendre, essayons d'illustrer cette expérience qui montre cette transmutation biologique incroyable dont est capable la nature. Nous avons un prélèvement de crachat issu de la trachée qui est mis sur une lame et observé au microscope. Le prélèvement est donc mis à distance du corps. On observe bien les Borrelia. La lame est oubliée 24 heures sous le microscope. À l'observation suivante, les Borrelia ont disparu et ce sont des formations en arbres bronchiques qui sont apparues sous l'effet des microzymas. Comment expliquer cette incroyable métamorphose? Sous l'effet probable d'un signal du cerveau, d'origine électromagnétique ou chimique, les microzymas, normalement assignés à une tâche pulmonaire, auraient été reprogrammés pour réparer une lésion de la gorge en se transformant alors en bactéries selon la théorie microzymienne. Les bactéries choisies furent les Borrelia.
Lorsque le prélèvement fut éloigné du corps, donc du cerveau, le signal envoyé au microsima n'était plus capté. Les microsimas reprirent alors leur identité primitive, leur programmation originelle, qui était la construction et l'entretien du système bronchique. Elles se retransformèrent alors en leur forme identitaire primitive, l'arbre bronchique. Pour ce patient, la lésion étant trop importante ou l'origine du conflit non élucidée, la guérison rapide ne pouvait aboutir. Il y avait donc démontage et reconstruction perpétuelle de la lésion de la trachée. Les antibiotiques bloquent le travail des microsimas ou les tuent et rallongent de ce fait le temps de réparation de manière totalement inopportune. Question : les microsimas peuvent-ils être influencés par des champs électromagnétiques parasites qui les dévient de leur mission ? Voilà, donc les gerbes sont fabriquées par les microsimas. Ils n'ont aucun caractère invasif extérieur. Ils peuvent se démonter et les microsimas peuvent construire des structures biologiques, fonctionnelles ou non, bien sûr, en fonction de leur programmation les plus récentes. Et Béchamp a pu démontrer que s'il y a des germes dans les poussières ou ailleurs, c'est le démontage des êtres vivants qui sont décédés, végétaux, animaux ou autres. Donc, avec la découverte des microsimas, nous pouvons, avec la prise en compte de la réalité des microsimas, parce que là, on peut dire que c'est réellement scientifique, même si on le traite encore d'hypothèse, je crois qu'il faut arrêter. On est réellement dans une avancée scientifique objective, démontrable, reproductible. Donc là, c'est plus de l'ordre de l'hypothèse, c'est de l'ordre de la réalité. Donc les mémoires ataviques et acquises sont inscrites, alors ça c'est une hypothèse, sur le cristal de silicium de chaque microsima. C'est à l'intérieur du microsima, et ça c'est scientifique, qu'ont lieu les combustions et la respiration indispensable à la vie. S'il y a des cancers quelque part dans votre corps, s'il y a des bactéries dans votre corps, ils sont construits par vos microsimas à la demande de votre cerveau dans une situation de stress inacceptable, intolérable. Sinon, vous ne feriez pas de cancer, vous ne feriez pas d'hémiplégie, vous ne feriez pas d'infarctus, vous ne feriez pas de bronchite, vous ne feriez pas de rhume. Il n'y a aucune pathologie, aucun processus morbide qui ne soit pas un système d'adaptation à une situation psychologique dramatique et mortelle, à part bien sûr les carences, les empoisonnements. Sachez qu'on a même pu observer une tumeur cancéreuse de l'ovaire 10 ans après une totale pour un fibrome utérin. Vous imaginez ? Une dame qui avait eu un fibrome utérin, on lui fait une totale. 10 ans après, elle perd son enfant. Et pour pouvoir remplacer son enfant, eh bien, les microsimas de cette dame ont bâti un ovaire cancéreux. C'est quand même étonnant, non ? Toute notre médecine officielle est basée sur du mensonge. On vous parle de bactéries. D'après les médecins officiels, d'après les biologistes officiels, les bactéries sont toutes identiques entre elles. Tous les communibacilles sont identiques entre eux. Ils devraient tous avoir la même taille. Vous voyez, c'est une photo prise sur Internet. Une culture de colibacilles. Il n'y a pas 2 colibacilles qui ont la même taille. Voilà des staphylocoques. Regardez bien la structure de ces staphylocoques. En fait, ce sont des microsimas juxtaposés. Vous voyez, on les voit, on voit le relief. Voilà diverses bactéries. Là, vous avez des cyanobactéries qui seraient soi-disant à l'origine de la vie sur la Terre. Mais là aussi, ce sont des murs. Voilà, chaque fois qu'il y a bactéries, ça veut dire qu'il y a des constructions élaborées par nos microsimas. Ça peut être de simples juxtapositions, ça peut être des êtres un peu plus sophistiqués. N'ayez pas peur si vous avez des bactéries dans votre corps. Et nous avons pu faire l'expérience personnellement. Nous pouvons guérir toutes les infections, quelles qu'elles soient, aussi graves soient-elles, sans antibiotiques.
Parce que ce ne sont pas des ennemis. Donnez à vos microzymas les vitamines dont ils ont besoin et vous allez guérir. La vitamine C, les complexes de vitamine B, je vous jure, c'est incroyable. Les infections les plus invraisemblables guérissent en quelques heures avec un complexe de vitamine B et de la vitamine C à dose suffisante. Chaque fois qu'il y a une bactérie, c'est qu'il y a un travail de réparation salutaire qui est en route. Ce n'est pas une malédiction. Au contraire, vous êtes en train de guérir, de revenir à la santé. Il faut sortir de la peur du cancer. Je peux vous prendre tous aujourd'hui. Je vous fais passer un IRM à tous. Vous avez tous entre 20 et 30 cancers actifs actuellement. Et heureusement, sinon vous ne seriez pas ici en train de m'écouter. C'est grâce au cancer que vous vivez. Mais quand vous avez fait le dépistage, alors là, quand la peur entre dans votre cœur, là, ça devient terrible. On a inventé les virus parce qu'il y avait des maladies sans bactéries. Ah, ça n'allait pas, ça ne cadrait pas avec les théories de M. Pasteur. Donc on a inventé les virus. On a inventé... Alors là, c'est le bactériophage, vous voyez. Et on a des images qui ressemblent à ça. Hein? Si, mais est-ce que vous savez comment on obtient les images? Hein, quand on fait une recherche en microscopie électronique, sachez qu'il faut pulvériser une couche de peinture métallique. Donc qu'il y ait des agglutinations de particules de tungstène qui donnent ce type d'image, ça peut s'entendre. Mais de là à délirer et à dire qu'à l'intérieur de ces agglutinations, il y aurait de l'ADN, il y aurait des enzymes disséquantes capables de faire des manipulations génétiques. Mais là, on est dans le délire total. Vous savez, le délire, c'est la délecture de la réalité. Je vous certifie, et j'en mets ma main au feu, que le virus n'existe pas, à part le virus informatique, bien sûr. Jamais de la vie, il n'y a eu des virus. Voici un journal qui a été publié pour les scientifiques du CNRS, réservé aux scientifiques du CNRS, en 2004, je crois. On vous montre un certain nombre de virus, le virus du sida, le virus de la grippe, le virus Ebola. Mais regardez qui sont beaux, ces virus. Vous avez dit c'est un vrai. Faut-il croire que l'autre était un faux? Soulagez votre conscience dans un moment pareil. Regardez le virus du sida. Il est pas beau. Elle n'est pas douée, la grand-mère, qui a fait ce truc au crochet. Non mais c'est pour des scientifiques. Mais vous réalisez, c'est pour des scientifiques que vous payez, vous, avec vos impôts. Et regardez, les seules images un peu sérieuses qu'on trouve de virus, ce sont des microzymas. Alors c'est facile après de dire que le virus est un parasite obligatoire de la cellule. Eh bien, bien sûr, puisque c'est le bâtisseur. Il en est la brique de base, il est partout. Alors bien sûr, il y a des microzymas à l'intérieur des cellules. Et voyez, on voit même le cristal de silicium dans celui-ci. On est bien sur le microzyma et il n'est pas question de virus étrangers. L'ADN, les manipulations, la cartographie génétique. La seule image que nous avons, c'est celle qui est en haut à gauche. Et c'est avec ça qu'ils font des soi-disant diagnostics identitaires et criminels. Ils jouent à pile ou face, oui. On n'a aucune autre information que ça. Alors ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'il faut arrêter de dire des bêtises. Et toutes les cartographies et autres, ce sont des mensonges. Donc, essayez de comprendre que quelque part, notre médecine, notre santé, nous devons les baser sur autre chose. Nous devons reprendre toutes les bases de ce que nous croyons jusqu'à présent, parce qu'on nous a menti de manière éhontée, et on continue à nous mentir, et on nous mutile, on nous assassine à coups de chimiothérapie, de gaz sarin, de gaz moutarde et d'horreur, pire que la pire des morts au rat. On nous bombarde avec des armes atomiques, on nous mutile, on nous détruit, on nous tue, au nom de principes totalement stupides, infantiles et infondés, qui n'ont jamais été vérifiés, jamais démontrés.
Et même pour le cancer, il faut sortir de la peur. Voilà. Si vous voulez guérir, il faut repartir sur un petit peu plus de bon sens et d'intelligence. Il faut comprendre que c'est le microzyma, la base même de la vie. C'est le rouage le plus fondamental de la vie. La guerre bactériologique est totalement stupide, infantile et inexistante. Je crois qu'il y a un véritable sabotage qui est orchestré au niveau mondial par rapport à la vie, par rapport à l'humanité. Et c'est très très grave. Si vous voulez aider vos microzymas à être en bonne santé, eh bien sachez alterner repos et activité. Et quand vous êtes malade, beaucoup de repos. Sachez donner à vos microzymas le carburant préférentiel dont ils ont besoin. Et d'abord le sucre raffiné blanc. Mais oui, le glucose, les bonbons. Un malade doit consommer un bonbon tous les quarts d'heure. Et il n'aura pratiquement plus jamais mal. Essayez et vous verrez, ça marche. Je peux vous jurer que ça fonctionne. Il faut donner aux microzymas de l'eau en abondance et de l'eau de qualité. Alors là, attention à la javel et à l'aluminium qui traînent dans nos eaux du robinet. Il faut utiliser de l'eau osmosée ou de l'eau ultra filtrée. C'est très très important. Bon, pardon, je reviens en arrière. Il faut faire des repas équilibrés. Mais quand vous êtes malade, 3, 4, 5 repas par jour, les enfants, pareil. Mais les adultes, un repas le soir. Point. Final. Un petit café le matin, un petit café à midi. Mais normalement, on ne doit pas manger dans la journée. Ça, c'est de la physiologie élémentaire de base. Parce que vous ne pouvez pas à la fois digérer et travailler. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, on n'a pas le temps. Et il vous faut prendre des vitamines. Ces vitamines sont essentielles. Pourquoi ? Parce que nous avons actuellement une alimentation qui est toujours carencée, même quand vous êtes dans le bio à 100%. Parce que nous avons été créés à l'origine pour vivre en zone équatoriale, pour être des frugivores, sur des fruits équatoriaux hyper riches en vitamine C. Eh bien, nous ne savons pas synthétiser la vitamine C. Il nous faut en prendre. Et tous nos aliments sont tellement pollués, qu'on le veuille ou non, même en bio, que si nous n'avons pas une complémentation en vitamine B et en vitamine E, eh bien, nous allons avoir des complications. Et ce n'est pas plus complexe que ça. Et puis, n'oubliez pas, vous ne pourrez pas vivre et vous ne pourrez pas guérir s'il n'y a pas une dimension spirituelle en vous. Parce que, à quoi ça sert ? Quand vous avez bien fait l'amour, quand vous avez bien mangé, bien bu, bien dormi, c'est pas suffisant pour vivre et pour guérir. Si vous voulez vivre et guérir, il faut avoir une autre dimension. Alors après, vous prenez le chemin que vous voulez, mais il faut avoir une autre dimension. Et je peux vous garantir que si, dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes ici présents aussi merveilleusement beaux, avec cette organisation intérieure aussi fabuleuse et extraordinaire, c'est parce que le Créateur est d'abord et avant tout une maman. Ah, c'est vrai ça! Et une maman infiniment tendre. Et une maman, vous imaginez une maman qui va inventer des méchants virus et des méchants microbes pour sadiquer son gamin? Bon, ça pourrait arriver. Encore chez les humains, on est tellement tordus que ça pourrait arriver. Mais à ce niveau-là, non, c'est impossible.